Eh ben moi je suis pas comme avant. Depuis que j'ai vécu ça, c'est évident. Et c'est vrai qu'on est parti un peu d'une problématique de sauvegarde d'emploi, mais avec l'idée d'y mettre du qualitatif. Vous accueillez chez eux comme si vous étiez leurs enfants, je veux dire, ça peut laisser que des bons souvenirs. Ça nous apprend à être un peu plus humble, un peu plus humain. La troisième retraite. Hein. Oui. La montagne à l'époque, c'était deux établissements. Un gros établissement qui était l'IMP, qui était sur la colline, un ancien SANA militaire, etc. Et ce bâtiment-ci, où nous sommes actuellement, qui est ce qu'on appelait la Charte, qui avait été un foyer, qui avait été ouvert beaucoup plus tard pour les plus grands, pour les adolescents, voire les jeunes. Moi je travaillais ailleurs comme psychologue. Et puis comme j'étais secrétaire du syndicat et que je travaillais qu'à mi-temps parce que à l'époque je pensais que la révolution fallait la faire très très vite. Donc je suis venu ici quoi, pour faire l'occupation des locaux. Quand ils l'ont annoncé en juillet, quand on est revenu en septembre, il n'y avait plus de jeunes. Pendant tous les congés, ils avaient profité de juillet-août pour les mettre n'importe où. Certains étaient vraiment... La fermeture, elle nous est tombée dessus à peu près à Pâques. On a senti les tractations à peu près arriver, mais ça a été vraiment mené tambour battant. Et quand nous avons donc décidé bon, bien sûr, on s'est battu déjà contre le ministère, et les structures, IGESA et compagnie, pour négocier quelque chose. Mais les licenciements sont arrivés après, puisqu'on a décidé cette occupation. On n'était pas encore licenciés, parce qu'on avait bien sûr entamé des procédures, ce qui fait que ça avait pris un peu de temps. Et donc, pour vraiment bloquer ce processus et interpeller les pouvoirs publics sur des décisions complètement arbitraires et injustes, on a dit il faut qu'on tape fort et qu'on se fasse entendre là-dessus. Et c'est là qu'on a donc décidé cette occupation. Alors, on a choisi ce bâtiment-ci d'occuper, alors que moi, c'est vrai que je travaillais là-haut, mais aller occuper un immense bâtiment en plein bois, ça n'avait pas un intérêt extraordinaire, alors qu'ici, c'est un foyer en pleine ville, bon, et puis beaucoup plus petit, donc c'était quand même beaucoup plus facile à occuper, et c'est comme ça que nous sommes rentrés une certaine nuit, illégalement, dans ces locaux, et qu'après, on n'aurait pas pu nous faire sortir. Voilà. Donc on s'est retrouvés dans une bagarre, un peu syndicale aussi, qu'on voulait pas, on voulait sauver notre travail. Donc tout a commencé à s'enchaîner comme ça. On a été licenciés là-haut et on s'est retrouvés à quelques personnes à occuper les locaux ici. Il y avait les salariés de l'ancienne structure qui fermaient. Il y avait des militants syndicaux ou des militants tout court du même secteur d'activité. Il y avait des militants politiques et des personnes extérieures, entre guillemets, comme moi qui étais avocat et qui étaient là, et par affinité affective avec certains, et aussi parce que j'étais l'avocate de la CFDT à l'époque. Il n'y avait plus
de séparation. Il n'y avait pas celui qui était l'homme d'entretien ou celui qui travaillait à l'EDF. Il y avait quelqu'un qui était là dans un conflit et qui avait sa pierre à apporter au conflit et qui pouvait être force de proposition pour une idée, pour une distribution de tracts, pour un collage d'affiches, pour une occupation, pour bloquer la vente aux enchères du matériel de l'armée là-haut, pour aller occuper la permanence de Giscard au moment des élections. Enfin, je veux dire, bon, et ça, c'est bien chacun qui était force de proposition, force de réflexion, qui amenait sa pierre. Chacun y prenait sa part et j'y ai pris aussi un peu la mienne, si je me souviens bien. Donc, je faisais pas que le juridique, c'était main à la pâte et partage des tâches, tout le monde. Quand on a vu que personne ne reprenait le personnel, et donc il a fallu créer quelque chose. Ce qu'on voulait montrer au pouvoir public, c'était leur aberration. Il fallait les mettre, je dirais, au pied du mur, en montrant en effet qu'ils avaient tort, puisque des besoins, il y en avait. On avait fait un inventaire des besoins dans le Val d'Oise, donc on pouvait dire aux partenaires, mais voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qu'il manque, les jeunes, pour les accueillir, il n'y a pas de structure, enfin bon. Et donc ça, on a pu le déposer sur la table du préfet, et on s'est dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique et qu'on accueille, même si on est dans l'illégalité, même si en effet il y a des cadenas sur la porte, etc. Il y a des jeunes qui sont en souffrance, il y a des jeunes qui sont en errance, qui sont à la rue, nous on va les accueillir. Et il y a des personnels qui sont là, qui attendent justement et qui peuvent travailler. Je suis venu ici, c'était la grosse manif, il y avait plein de monde, il y avait plein d'éducateurs qui étaient là. Moi, il y avait Anne-Marie, il y avait Odile, il y avait la dame à côté, il y avait une dame aussi qui s'occupait de la cuisine, qui est décédée il n'y a pas longtemps, je viens de le savoir. Il y avait les mairies qui nous aidaient pour le couvert, comme on dit. La mairie de Montigny, hein. Monsieur Robert Rue était tout jeune. Puis moi, j'étais content parce que je ne savais plus où aller, j'étais complètement perdu, voilà. Nous avons accueilli des jeunes qui étaient rejetés et refusés de partout. Je pense qu'à ce moment-là, c'était la DAS et qu'ils ont été bien contents de trouver les locaux pour pouvoir envoyer certains jeunes qui étaient rejetés de tout foyer, de tout établissement. Et moi, je me souviens à l'époque, alors j'avais une formation comptable, j'étais chargée de faire tout ce qui concernait la comptabilité, mais en même temps, il n'y avait pas de frontière, je dirais, entre les gens du service, entre ce qui était éducateur, les gens qui étaient administratifs. Donc, c'était vraiment un travail en commun de tout le monde. Moi, en fait, le souvenir que j'en ai le plus, c'était l'occupation concrète. Parce que ça impliquait quand même une organisation qui n'était pas évidente tous les jours, entre ceux qui y travaillaient avant et qui fonctionnaient, et puis qui venaient de l'extérieur, et puis comment on se répartissait les plages horaires, et comment on faisait en sorte que ça continue d'exister, quoi. Et puis les accueils des premiers, qui étaient les accueils sauvages, quoi, je veux dire, des premiers jeunes. Moi, c'était pas mon métier, donc on savait pas très bien. Enfin, moi, je savais pas toujours très bien ce qu'il fallait faire, pas faire avec. Vous voyez un jeune qui fait toujours que des conneries, ou bien ou mal, on s'en fiche à l'époque. On retrouve avec des gens qui parlent de combats, qui sont pas payés en plus, qui peuvent dormir la nuit sur des, on appelait à l'époque des paillassons. On se retrouvait tous dans la cuisine à la bonne franquette, on mangeait ce qui venait. On se posait pas de questions en fait. Et moi, je disais, mais ces gens-là, ils s'en foutent au départ. C'est vrai. On s'est retrouvés des nuits où on n'était pas nombreux. Hein. La première nuit, on était très nombreux, on a fait la fête, mais à l'usure, on n'était plus nombreux du tout. Hein. On essayait de ne jamais être tout seul, ça, on n'a jamais été tout seul. On était quelquefois 3, 4, c'est tout. Hein. J'ai le souvenir d'avoir passé un Noël ici avec les enfants, mon mari, il y avait Anne-Marie qui était là, il y avait Pierre, et on a dormi sur des matelas pneumatiques. Enfin bon,
c'était super, quoi. Je me souviens d'une nuit où on pensait qu'il allait avoir le lendemain matin l'expulsion. Donc on était tous là, quoi. On était prêts à se faire expulser, avoir les forces de l'ordre, essayer ça. Enfin, tout était prévu. Enfin, C'est vrai qu'on était sans cesse sur les aguets, en fait, parce que à l'époque, si je me souviens bien, les flics, tout ça, pouvaient intervenir à tout moment, parce que c'était considéré comme une occupation illégale. Il y a eu des hauts et des bas quand même. Hein. C'était un petit peu en dents de scie. Un jour, on nous disait que ça allait marcher. Après, on nous disait que ça allait plus marcher. Enfin bon, le moral commençait à en prendre un coup, là. Hein. Parce que ça fait long quand même, 9 mois. Hein. On n'était pas toujours conscient, hein, on ne savait pas vers où aller et tout ça, mais ce qu'on sait, c'est que quand ça va dans le bon sens ou quand ça ne va pas dans le bon sens, laisser cet établissement, quand même cette richesse disparaître du social, c'était quand même... avoué, hein, pour aller dans le capitalisme, pour aller au plus riche, tous ces beaux locaux et tout ça, c'était un outil important. Et je crois que c'est ça qui nous a poussé à créer la Montagne Vivra, qui nous a poussé à accueillir des jeunes, qui nous a poussé à aller en manifestation, demander à la préfecture, les uns après les autres, le guichet pour le permis de conduire. Donc on s'est retrouvé à l'intérieur de la préfecture à un nombre certain pour le Val d'Oise, c'était pas mal. Et c'est vrai qu'on a essayé, on a essayé qu'on fasse attention à nous. On avait carrément enfermé le directeur de la DAS à ce moment-là, c'était pas la DRAS, de la DAS qu'on avait enfermé dans son bureau. Et ce jour-là, je me suis dit, moi personnellement, oh là là, ce soir, je me retrouvais en prison. Mon mari n'était pas du tout au courant. Je me suis dit, voilà, il va être surpris ce soir. Moi, je me battais toujours pour des conneries, donc pour une fois que j'avais un truc utile à faire, c'est vrai que ça m'a remis dans le droit chemin, parce qu'à partir de là, ma vie est partie dans le bon sens. Mon premier job, d'ailleurs, c'est le mari d'Odile. Il m'a trouvé un travail à la jeunesse ouvrière chrétienne. Alors moi, qui est d'origine musulmane, c'est pas mal. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis ouvert à toutes les religions. Donc 2 jours et 2 nuits, à partir de cette occupation sauvage d'un certain soir, nous y sommes restés donc jusqu'à la victoire. En 81, c'était chouette. Quand on a su vraiment que le dossier était accepté, tout, qu'on allait ouvrir quelque chose, et ben, c'est la grande joie. J'y croyais pas, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on s'était battu, et puis tout d'un coup, ça y est, ça devenait une réalité. Et ça, c'était génial. On n'a pas essayé de bâtir un fonctionnement, on l'a vécu et il s'est transmis comme ça. Puis la preuve, 20 ans après, c'est toujours là. C'est vrai que le service d'accueil d'urgence, c'est la première structure ouverte que de l'accueil de ce public. On a été amené à penser dans 2 directions. La première, c'était que du travail, il y en avait. Donc ça, c'est 82. Donc là, on a, sur nos fonds propres, expérimenté quelque chose qui s'appelait le tremplin jeune travailleur. Et on a fini par décrocher
une subvention du Conseil général. Et dans la même période, ça c'est 86, dans la même période, on se disait qu'il fallait qu'on ait un lieu qu'on a appelé au début lieu ressources, où des jeunes et des moins jeunes puissent venir parce qu'ils savaient qu'ils avaient un problème de formation bien précis. On l'a monté avec la municipalité de Saint-Aulaumone qui à ce moment-là était intéressée par un projet de cet ordre. Et est arrivé le cahier des charges, les ateliers pédagogiques personnalisés. Donc on est rentré dans le cahier des charges alors qu'on était déjà ouvert depuis 7-8 mois. De ces 3 structures qui étaient le SAU, le tremplin jeunes travailleurs et le lieu de formation à la carte qui est devenu APP ensuite, la réflexion et l'accueil de ce public nous a fait penser qu'il fallait qu'on ouvre un lieu où ils viennent simplement pour faire un point, pour faire le bilan. Et on a monté le centre de bilan. En 89, on a ouvert ça sur nos redéploiements internes, nos fonds propres, et on a été labellisé ensuite par l'État comme centre de bilan. L'espace est en 96, suite à un appel d'offres. Et là, c'est le travail avec le tremplin jeune travailleur, l'APP et le centre de bilan avec les missions locales qui nous donnait envie d'aller un peu plus loin. Et quand la région a lancé cet appel d'offres, on s'est dit c'est exactement ça qu'on essaie de faire sans fond particulier. On a toujours pratiqué comme ça. D'abord expérimenter, redéployer à l'interne, et puis si ça tenait debout, trouver le financement ensuite. On est les urgentistes Oui, les urgentistes, que ce soit pour les jeunes ou les adultes. Il y a urgence de réparation, il y a urgence de retrouver, de reprendre pied avec soi-même. Et ça, il faut que ça existe pour pouvoir inventer après. SAU, on a un rythme de travail qui, vu qu'on est ouvert 365 jours sur 365, on ne travaille pas tous, tout le temps. Alors on a des outils qui nous permettent de faire des passations écrites, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis les passations orales sont plus... ça reste mieux, quoi. L'oral est plus vivant, donc ça passe mieux. Donc pour se passer les informations, les personnes qui arrivent, donc soit la personne qui arrive pour travailler en journée a besoin d'informations de ce qui s'est passé la nuit, la personne qui arrive à 13h30 a besoin d'informations de ce qui s'est passé le matin, etc. Salut. Donc en fait, tu vois, le matin, quand tu es en solo, l'objectif c'est que tu puisses donner le maximum de trucs pour pouvoir après être opérationnel. Tu vois, là je vais vérifier si Jessica est en stage. Si elle est en stage, je téléphone à la grand-mère et j'essaye de voir si on peut aller la voir après son stage. Ça permet elle rythmer sa journée. Oui, bonjour, Madame Templier de la Montagne Vivra. J'aurais souhaité vérifier la présence de la jeune fille, Jessica. Elle est toujours pas arrivée. Bon, est-ce qu'il vous est possible de m'appeler si vous la voyez arriver? Moi, je vais vérifier si elle s'est pas perdue dans les transports. D'accord, ok. Vous avez nos... D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Donc, Jessica n'est pas en stage. Elle n'est pas chez Medjoud, elle n'est pas chez Mémé. Ah. Ça peut être pénible quand on regarde de l'extérieur ce côté on piste. Mais quand tu arrives à les surprendre, tu vois, par exemple... Vous n'êtes pas en stage, ben écoutez, ce que vous aviez dit que vous vouliez être grand et que vous alliez y arriver tout seul, ça se montre pas, ben tu dis ben non, là aujourd'hui c'est pas possible, mais si vous voulez le remontrer demain, ben pas de problème. Moi ça me gêne pas. Tu peux te permettre de les pister comme ça quand c'est eux qui ont été demandeurs de quelque chose, qui t'ont dit ça, je suis capable de le tenir. S'ils ne le montrent pas, s'ils tiennent pas leurs engagements, ben tu dis ben moi je suis pour rien en fait, hein. C'est vous. Il est là, jeune homme? Vous l'avez vu? Ah non, il est sorti, je crois, ce matin. Il est sorti ce matin, il est rentré cette nuit? Oui. D'accord. Bon, je vide la chambre. Vous videz la chambre? On l'a pas vu depuis lundi.
Bon, je laisse ça là parce que, a priori, il devrait revenir dans la journée. Si un jeune au SAU arrive ici en se disant qu'il aimerait bien acquérir des techniques de délinquance plus élaborées que ce qu'il a à l'heure actuelle, on est en incapacité de pouvoir contracter avec lui parce que c'est pas comme ça qu'on voit la vie. C'est pas dur, j'aime pas. D'accord. Et vous avez pris des engagements pour combien de temps? 2 jours. Et vous en êtes à combien? Demi-journée. Je fais que juste le matin, 4 heures. 4 heures à rien faire. Simplement là pour vous rechercher un stage. Hein. Ce qu'on peut se dire, il y a une négociation possible. C'est cet après-midi, vous finissez au moins la journée pour cet après-midi, pour que nous on ait le temps cet après-midi de rechercher un autre lieu pour demain. Qu'on puisse aller vous présenter. Moi j'aimais pas la première, j'aime pas. Oh. J'aime pas la vente. J'aimais bien, mais je voyais tout le monde faire, mais j'aime pas. Au service d'accueil d'urgence, il n'y a pas de référent. Un jeune qui arrive, effectivement, ce qu'on lui explique quand il arrive, c'est qu'il va être reçu par 10 personnes différentes. Pour le jeune, ça lui permet effectivement de ne pas être enfermé dans un seul regard. Effectivement, il y a des choses qui vont pouvoir passer avec certaines personnes et puis avec d'autres pas du tout. Et puis d'avoir un autre, oui, tout à fait, un autre regard sur sa situation. C'est bien. Ça, vous aimez bien? Ouais. D'accord. Les gens vous regardent bizarre ou pas? Ouais. Et alors, vous faites quoi dans ces cas-là? Mais je dis rien. Vous leur tirez la langue? Non. Non, vous dites rien, ça vous gêne pas? Non. D'accord. Donc, parce qu'il n'y avait pas de noir, c'était bien. Non, vous pouvez dire ça. Non, non, je marque juste le jour. Bon, alors moi, j'ai plus de collègues, il faut que je parte. Hein. Je pourrais jouer Morgane 2 secondes et vous pourriez me dire tout ce que les adultes vous reprochent. Exactement. D'accord. Vous pouvez me dire, parce que moi je sais pas ce qu'on vous reproche. Tu pars trop, tu veux faire quoi plus tard Bah vous le savez. Pas leur vie, Vous le savez en plus. Ouais. D'accord. Et quand vous partez, vous découvrez des choses sympas que vous pourriez leur raconter pour que ça leur fasse un peu... Quand je suis partie, j'ai bien trouvé le travail, non? Alors, il y a un jour où vous partez plus facilement vous évader ou c'est n'importe quel jour? Non, ça peut être n'importe quel jour. Moi, on m'a dit qu'ils préfèrent que je parte le week-end que dans la semaine. Ah bon? Au début, t'es pas comme ça. Hein. Tu voudrais qu'ils fassent comme t'as envie. Mais au début, t'as envie qu'ils fassent comme t'imagines, qui serait bien pour les aider. Et en fait, plus t'imagines, c'est ce que disait pour Jessica qui voulait pas de la colo, qui ensuite voulait bien du chantier éducatif, mais en fait, comme sa référente veut bien, elle en veut plus. Puisque c'est son idée à elle. Et que les idées des adultes, elles sont toujours mauvaises. Qu'est-ce qui se met dans tout cet état aujourd'hui? Oh bah tu sais, Sman et Dalila leur dire que c'est retour au Maroc, c'est facile mais sans accès quoi. Il n'y a rien de sûr. Hein. C'est vraiment donc le travail dans l'urgence et en même temps c'est rassurant parce que je vois que les autres, celles qui sont là depuis longtemps, c'est pareil, elles se posent des tas de questions. Il y a toujours rien de sûr, donc il faut s'habituer à ça. Les chambres d'hôtes, c'est difficile pour Marianne. Oui. Très. Et je pense la que première chambre d'hôte Medjouj, quand elle a fait la première nuit, ça a été super. Elle met vachement, en fait, elle met du temps à donner sa confiance, à mettre sa confiance. Et je pense que de la faire tourner, on va la faire exploser. Le jeudi matin, on a 4 heures, pas pour faire que les jeunes, parce qu'il y a un autre travail qui se fait aussi le jeudi matin, mais pour affiner une stratégie, c'est-à-dire vraiment partir tous dans le même sens, et tout le monde est là. Sauf les éducateurs qui sont en congé, tout le monde est là et ça permet d'avoir effectivement le regard de chacun au même moment, sur une même situation et de définir ensemble une stratégie qu'on va suivre pendant la semaine à venir. La réunion d'équipe peut aller là-dessus aussi, c'est-à-dire sur, voilà, moi j'ai une limite, je passe aux collègues. Ça circule quoi, ça circule, même quand tu travailles en solitaire comme au centre de bilan, tu es sûr qu'à un moment ou à un autre, tu pourras avoir un interlocuteur en disant, pour parler de ta limite au niveau du boulot, et puis lui dire, bon ben voilà, là je bloque, je suis au taquet, comment est-ce que tu peux faire, quoi.
centre de bilan, le principe, c'est qu'on est l'interlocuteur privilégié de la personne qu'on accueille. Pour certaines choses particulières, certains tests d'aptitude par exemple, ou certains ateliers de recherche d'emploi, dans certains objectifs précis et bien particuliers, là d'autres personnes peuvent intervenir. Mais le référent du parcours de la personne est l'accueillant de la personne. Allez, on va recevoir le monsieur. Alors... Donc c'est une première rencontre, ce monsieur. Il est adressé par la NPE. Et en fait, sa mère m'a déjà appelé 3 fois. Hein, et il a 43 ans. La mesure donc, que je vous présentais, c'est la mesure la moins contraignante. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas particulièrement, et on ne vous demande pas, à vous surtout, particulièrement, un but à atteindre. Si la NPE a dit, on vous propose... Donc, l'objet de la mesure, ça va être ça. Trouver un emploi. Hein, l'objet de la mesure, ça va être ça. Si vous arrivez avec cette demande, il est bien évident que ça va être ça, le but. Voilà, il faut réussir. Alors, il faut mettre en œuvre les techniques pour y réussir. Voilà, d'une part, et puis d'autre part, c'est vrai que vous avez certainement aussi à évaluer ce qui... connaissances. Vous connaissez... Non, puis surtout vos obstacles, les obstacles qui vous empêchent, les trucs qui vous bloquent éventuellement. La maladie, moi, m'a causé des obstacles. La maladie, c'est ça qui m'a arrêté. J'étais électronicien à la base. On n'est pas ici pour vivre un temps privilégié avec les personnes. C'est pas ça. On est là pour servir de lieu d'aiguillage vers d'autres rencontres. D'où la logique de l'irruption de le téléphone, c'est l'irruption de l'extérieur dans l'entretien. Tu vois ? Et ça, c'est vachement important parce que c'est un outil qui nous aide à créer justement des opportunités de rencontre. Et je serais bien plus content d'un entretien où j'aurais passé 6 coups de fil et où la personne ressortira avec un rendez-vous avec quelqu'un pour avancer son projet de professionnel, que d'un entretien où j'aurais bien réussi à cibler ses motivations, mais où finalement, elle sera contente, elle connaîtra bien ses motivations, et moi aussi, mais il n'y aura pas eu d'opportunité de rencontre. Alors, si vous le voulez bien, dans le quart d'heure qui nous reste, on va tenter de... Oh non, moi je voudrais partir maintenant, je ne reste pas plus long. Non. Moi je m'en vais parce que c'est trop long, ça c'est... La plupart des gens qui viennent nous voir sont des gens qui sont jeunes ou adultes contraints de venir nous voir. Ou bien par la NPE, dans le dispositif de retour à l'emploi, par les magistrats quand il s'agit du service d'accueil d'urgence, ou contraints par la pression de l'environnement familial quand il peut s'agir de jeunes de l'espace ou les missions locales. Notre travail à nous, c'est d'arriver à pouvoir se mettre d'accord avec l'individu qui par ailleurs est contraint sur ce qui l'intéresse malgré tout, lui. Si on était plus attentif à comment fonctionnent les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie d'aujourd'hui, et après quoi ils courent pour la vie d'après-demain, on serait plus obligé de s'équiper de lieux de rencontre exceptionnels. On en manque de ces lieux de rencontre. Et en fait, on peut quitter sa galère, son errance, sa déprime, son dégoût, sa haine, que pour quelque chose qui en vaille la peine, quoi. Et donc ça passe par des rencontres. On pourrait rire de nous en se disant, mais des fois on est plus asserreur en termes d'obligations sociales qu'autre chose, quoi. Et on n'est pas là pour ça. On grandit pas nous. Pour ça, on grandit parce qu'on court après des trucs qui sont appelés par l'extérieur comme des utopies, des cochonneries, des trucs de fou, mais qui nous font courir vraiment, quoi. L'espace, c'est pas un endroit où on fait les choses à la place des gens. On est simplement là dans qu'est-ce qui peut vous permettre d'être dépanné pour pouvoir faire vous-même les choses qui vous semblent importantes. Ouais, vous avez échangé cette semaine ? Oui. D'accord, vous avez échangé où ? Au Maroc. D'accord, c'était la première fois ? Non, ça... Il y a longtemps.
D'accord. Quatrième fois, je crois. La quatrième. Et ça vous plaît l'échange? Ouais, ça va. Et vous savez pourquoi on vous demande ça, Léon? Parce que c'est obligé notre truc de faire. Ouais, et pourquoi c'est obligé, comme vous dites? Mais c'est vous qui dites que c'est obligé. Ouais. Mais est-ce que vous savez pourquoi on vous le demande? Par rapport aux ateliers qu'il y a ici, c'est pas? Ouais. Par rapport au travail qu'on fait avec vous, en fait, c'est la contrepartie. Ouais. À vous de donner un coup de main à d'autres personnes. Et dans 10 ans, vous imaginez comment? Dans 10 ans? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Comment vous vous imaginez dans 10 ans? Vous imaginez faire quoi? Où? Mais pourquoi vous dites ça dans 10 ans? Je sais ce que j'ai envie de faire, moi. Ouais, et dans 10 ans, est-ce que vous savez un petit peu ce que... Je ne sais pas, c'est peut-être demain je vais mourir, je sais pas, moi. Ouais. Et en imaginant, sans forcément, en essayant de se dire, moi j'aimerais bien dans 10 ans être à tel endroit, faire telle ou telle chose. Enfin ouais, j'aimerais bien être infographiste comme tout le monde. Ouais. Ce que j'ai envie de faire. Mais ouais. Ça ne marche pas moi. Et vous imaginez vivre où dans 10 ans? Quoi cette question? Vivre où, c'est-à-dire? Je sais pas. À Besançon? Ben non, surtout pas. Où ça? Je sais pas moi. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Je vivrais où, vous avez dit? Ouais. Avoir ma maison et partout, ça. Les enfants et tout. Quoi. Dans une maison, ouais. Et dans quelle région, dans quelle ville, dans quel pays? Problème chez moi, peut-être. Ouais, c'est où? En Guyane. Je ne demande pas de savoir peindre. Je demande de raconter par la peinture ce qui passe par votre tête. Il faut dessiner ça. L'atelier, c'est à la fois valorisant par rapport à ce que les autres, le regard des autres, parce que ce qu'on y fabrique, il est regardé, ou il est goûté, dans le cadre de l'atelier cuisine. Et puis, pour soi-même, de se dire, je ne suis pas aussi sans ressources que je le crois depuis un certain temps, ou même qu'on me l'a répété depuis un certain temps. Il va être moche après mon dessin. Déjà qu'il n'est pas super. Qui est-ce qui vous dit ça? Personne, mais bon. Et pourquoi est-ce que vous voulez d'avance être persuadé qu'il sera moche? Parce que je sais qu'à chaque fois que quand je fais un dessin et que je mets de la couleur, il devient moche. Mais je suis là pour vous aider. Ouais. Et si vous essayez, si vous arrêtez avant d'avoir essayé, vous ne risquez jamais de réussir. Voilà. Excusez-moi, je crois que c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. L'APP, ce n'est pas une grosse structure, c'est une petite structure qui est implantée à Saint-Ouen-l'Aumône, directement dans un quartier, au centre d'un quartier plutôt quand même défavorisé, on va dire, c'est pas un quartier très chic. Et ça a une raison d'existence parce que c'est une opportunité, si vous voulez, cet atelier pédagogique, pour des personnes qui n'ont pas pu suivre l'école longtemps, parce que soit ils n'ont pas pu, la famille n'a pas pu les envoyer, ou bien ils ont raté leur scolarité, ils ont dû quitter l'école à 16 ans sans rien en poche, sans rien en main. Et bien là, c'est une occasion enfin de retourner vers des apprentissages, de réapprendre, d'apprendre ce qu'on n'a pas pu apprendre à l'école étant enfant. Et l'APP donne cette possibilité. Bon là, vous avez compris. Et cette partie, dites-moi. Dictionnaire là. Alors. Dictionnaire français, le débutant. Je vais vous le donner, il doit être là. Je définis avec eux à l'entrée
qu'est-ce qu'on va apprendre, sur quoi on va baser la formation. Et les personnes après travaillent et s'accrochent vraiment sur ce qu'ils ont à faire et sont très volontaires et assidus dans le travail qu'ils ont à faire. C'est comme s'ils sentaient que c'était cette deuxième chance, eh bien il faut la saisir, il ne faut pas la perdre, faut la saisir complètement et en prendre tous les tenants, les aboutissants. Oui, c'est bien. Ça donne de bonnes idées pour des lettres, sur des expressions qui sont justes et qui peuvent donner de bonnes idées pour la correspondance. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai fait des progrès depuis tout? Oui, bien sûr, vraiment, c'est beaucoup mieux. Puis vous avez gagné en autonomie aussi, pouvoir vous débrouiller seul, ne pas toujours demander au formateur, aussi vous guider par vous-même. Et puis je pense que vous avez progressé aussi dans les verbes. L'écriture des verbes, la conjugaison, ça c'est bien. Madame Barreto, qu'est-ce que vous mettrez là? Bonjour, je suis Madame Barreto. Voilà, vous allez écrire pour vous-même. Bonjour, je suis Madame Barreto. Mais Madame Camara, qui n'a pas le même nom, va mettre bonjour, je suis Madame Camara. Alors, quel nom mettez-vous, Madame Malik? Ici, comment vous appelez-vous? Bonjour, je suis. Bonjour, je suis. Qui êtes-vous? Je suis Madame Malik. Madame Malik. Voilà, il faut écrire ça. En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale du 7 novembre 1995, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2001 sur le contrôle des comptes annuels de l'association La Montagne Vivra, tels qu'ils sont annexés au présent rapport, ainsi que les vérifications spécifiques prévues par la loi. Le choix du fonctionnement autogéré, il n'a jamais été remis en cause, parce qu'en fait, il est hyper performant, il est hyper efficace. Il permet à chacun de pouvoir avoir sa part de responsabilité, de pouvoir avoir sa part de création. Lors d'une AG, par exemple, une décision peut être prise ou une discussion autour d'une décision. Chacun peut s'exprimer, donner son avis, dire je ne suis pas d'accord et pour telle raison. Et cette parole est écoutée. On écoute la parole de celui qui n'est pas d'accord. On tient compte des avis de chacun sans que cette parole soit abîmée ou dévalorisée, quoi. On a donc décidé d'installer le vote à bulletin secret et on se rend compte que c'est une garantie de l'expression de chacun. Et que moi je suis toujours très étonné, il y a des moments où le débat ne fait pas apparaître de gens qui sont en désaccord.